Saint-Louis, avril 1857. D'un geste vif, Abner Marsh tapota le pommeau de sa canne en icorie sur le comptoir de l'hôtel pour attirer l'attention du réceptionniste. « Je cherche un dénommé York, dit-il. Josh York, je crois qu'il s'appelle. Vous avez vu un homme de ce nom-là » Les coups sur le bois firent sursauter l'employé, un vieil homme avec des binocles. Il se retourna, dévisagea Marsh et sourit. « Ben ça, le capitaine Marsh, répondit-il aimablement. Voilà bien 6 mois qu'on ne vous avait pas vu, capitaine. J'ai eu vent de vos déboires, en revanche. Quel malheur, vraiment. Depuis 36 ans que je suis ici, j'ai jamais vu une purée de glace comme celle-là. Ne vous occupez donc pas de ça, rétorqua Abner Marsh un peu contrarié. Il s'était préparé à ce genre de commentaires. La maison des planteurs était une hôtellerie populaire chez les mariniers. Marsh lui-même y prenait régulièrement ses dîners avant cet hiver cruel. Mais depuis la débâcle des glaces, il allait ailleurs. Et pas seulement pour une raison de prix. Autant il appréciait la chair de la maison des planteurs, autant il renâclait à se confronter à sa clientèle. Des pilotes, des capitaines et des seconds, des hommes du fleuve, tous de vieux amis et de vieux rivaux, tous au courant de son infortune. Abner Marsh tenait absolument à ne pas inspirer la pitié. « Contentez-vous de me donner le numéro de chambre de York » dit-il à l'employé sur un ton impérieux. L'homme hocha la tête nerveusement. « Monsieur York n'est pas dans sa chambre, capitaine. Vous le trouverez en train de dîner dans la salle à manger. »« Maintenant ? À cette heure-ci ?» Marsh jeta un coup d'œil sur la pendule moulurée de l'hôtel, puis il ouvrit sa vareuse au bouton de cuivre et sortit sa montre de gousset en or. « Minuit 10, fit-il incrédule. « Vous dites qu'il est en train de dîner. »« Oui, monsieur, c'est bien ça. Monsieur York, c'est lui qui décide de ses horaires et il n'est pas du genre à qui l'on dit non, capitaine. » Abner Marsh se racla bruyamment la gorge, rempocha sa montre et se détournant sans un mot, s'engagea à grands pas lourds dans le hall richement décoré. C'était un homme imposant, pas des plus patients, qui n'avait guère l'habitude qu'on lui fixe des rendez-vous d'affaires à minuit. Il portait sa canne avec désinvolture, comme si le malheur ne s'était jamais abattu sur lui, et qu'il était resté semblable à lui-même. La salle à manger était aussi vaste et somptueuse que le salon principal d'un grand vapeur, avec des lustres en verre taillé, des cuivres rutilants, des tables aux fines nappes blanches sur lesquelles reposait la plus belle porcelaine et le meilleur cristal. D'ordinaire, ces tables accueillaient une foule de voyageurs et de mariniers, mais à cette heure, la salle était vide, et la plupart des lampes ne brillaient plus. Les rendez-vous à minuit avaient peut-être du bon, après tout, songea Marsh. Au moins, il échapperait à toutes les condoléances. Près de la porte de la cuisine, 2 serveurs noirs conversaient à voix basse. Marsh les ignora et se rendit à l'autre bout de la salle, où un étranger curieusement vêtu dînait en solitaire. L'homme l'entendit sûrement approcher, mais il ne releva pas la tête. Posément, il savourait des cuillerées de consommé à la tête de veau dans un bol chinois. À la coupe de son long manteau noir, on devinait qu'il n'était pas du fleuve. Un type de l'Est, donc, ou peut-être même d'un autre pays. Il était grand, constata Marsh, quoique un peu moins que lui-même. Même assis, on devinait sa haute stature, mais question corpulence, on ne pouvait pas dire qu'il faisait le poids. Au début, Marsh le crut vieux, car il avait les cheveux blancs. Puis, de plus près, il se rendit compte que sa chevelure n'était pas blanche, mais d'un blond très pâle, et soudain l'étranger lui parut presque juvénile. York, rasé de près, son visage long et lisse dépourvu de moustache et de favoris, avait le teint aussi clair que ses cheveux. Il avait aussi des mains de femme, se dit Marsh, en se campant près de la table. Il donna plusieurs petits coups sur la table avec sa canne, la nappe assourdit le son, et atténua un peu le péremptoire de la sollicitation. « Josh York, c'est vous ?» fit-il. York releva les yeux, et leurs regards se croisèrent. Jusqu'à la fin de ses jours, Abner Marsh devait se rappeler de cet instant, ce premier regard droit dans les yeux de Joshua York. Tout ce qu'il pensait, tous les raisonnements qu'il avait échafaudés furent aspirés par le maelstrom de ses yeux, juvénile, vieillard, étranger et dandy, toutes ces facettes disparurent sur le champ. Il n'y avait plus que York, l'homme à nu, la vigueur qui l'habitait, des songes, une acuité. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à Fort-Levant encore une fois pour les congés estivaux de la garde de nuit. Vous êtes bien dans Martine à la plage, le podcast qui parle des autres œuvres de notre barbu à bretelles préféré. On reste cette fois-ci dans des domaines plus aquatiques que la dernière fois et sur des eaux plus navigables. Pas d'océan toutefois comme dans Windhaven, mais un huis clos sur une rivière dans le Bayou avec à bord des passagers qui ont les dents longues, on peut dire ça.
C'est pourquoi, à la place de l'habituel générique du son du mur, je me suis permis de citer, après ce long extrait introductif, une bande originale d'animé que certains auront peut-être reconnue. Il s'agit de la première adaptation du manga Hellsing sorti en 2001, avec à la musique Yasushi Ishii. Le morceau s'intitule Left Foot Trapped in Sensual Seduction, et ça s'accorde plutôt pas mal avec Rêve de Fèvre que Babar a sélectionné pour vous. Salut Babar! Salut! Alors, Rêve de Fèvre ou Fever Dream, ou qui peut aussi être trouvé si vous vous rendez chez un bouquiniste sous le nom River Dream dans les anciennes éditions. Oui, c'est même, je pense que ça, en édition poche, ça reste River Dream, hein, puisque en fait, il n'a été traduit que, sous le titre de Rêve de Fèvre que dans une seule édition qui est celle de Pygmalion. Bon alors Babar, de quoi ça parle Rêve de Fèvre, toi qui as des goûts déviants? Comment ça, les goûts déviants? C'est le meilleur, putain. Je te permets pas. Les goûts déviants, c'était plus pour des histoires de Maekar et de Ron Greyjoy, mais sinon... Non mais t'inquiète pas que là, je vais en avoir aussi des goûts déviants. Bref... Donc alors Rêve de Fèvre, c'est le deuxième roman de George Martin, donc qui est effectivement sorti en 1982 et qui a été nommé en 1983 pour un prix Locus qu'il n'a pas gagné. Mais voilà, il a été en tout cas nommé à un prix. C'est un roman qu'on pourrait qualifier, alors qui est rangé en France dans les littératures fantastiques. Même si, moi je trouve que ça va plus dans de la fantasy historique, hein. On est sur un cadre historicisant de l'Amérique du 19e siècle, avec des vampires dedans, voilà, globalement. Oh non, t'as tout vendu, t'as vendu la mèche, il y a des vampires dans Rêve de Fèvre. Incroyable, il y a des vampires, je vous dis pas où par contre, mais il y en a, voilà, hein, il paraît. Et donc, alors, on est dans l'Amérique du 19e siècle, comme je viens de le dire, et on est plus précisément dans le Mississippi, sur le Mississippi, et cette époque des bateaux à vapeur. Hein, alors, précisément, le livre commence en 1857. Donc, on a un de nos personnages principaux, qui est Abner Marsh, un marinier d'un certain âge, qui est fou amoureux de ces bateaux à vapeur, et qui possède lui-même une petite compagnie de transport fluvial. Alors, c'est un homme imposant, au caractère bien trempé, qui ne se laisse absolument pas impressionner, qui est têtu, qui porte toujours une casquette de marinier sur la tête. Toute ressemblance avec George Martin est absolument fortuite. Ah, bref. C'est marrant. Moi, je me souviens que dans les souvenirs que j'avais de la lecture, ce personnage m'avait vachement évoqué, je ne sais plus comment il s'appelle, le capitaine Ahab de Moby Dick. C'est possible ça? C'est très possible de toute façon. Enfin, on sait que ça fait partie des lectures obligatoires de George, et il y a une petite référence à Moby Dick aussi dans Feu et Sang. Donc c'est très probable. J'avoue que j'ai quand même pas mal vu Martin. Alors j'ai probablement été influencée par l'illustration de couverture en français, où on a un Abner Marsh qui, je trouve, ressemble pas mal à Martin, avec sa barbe blanche, sa casquette toujours sur lui, etc. Bref, et donc, alors, au tout début de cette histoire, notre cher capitaine Marsh est au fond du gouffre, puisque une tempête d'hiver a été violente et en fait a détruit la quasi-totalité de ses navires, et donc sa compagnie est sur le point de couler. Et c'est à ce moment-là qu'il reçoit une proposition d'association qui tombe vachement bien, qui lui permettrait de créer, alors, non seulement une nouvelle société, mais aussi et surtout de faire construire le plus beau bateau de la flotte du Mississippi et le plus rapide. Et donc, le livre s'ouvre alors qu'il va à la rencontre de celui qui lui fait cette proposition, qui est un certain Joshua York, hein, qui est qu'on rencontre comme étant un jeune dandy, européen, de type européen. Ouais, il n'y a pas un truc genre ici du Byron et des trucs comme ça? Si, il commence par citer du Byron. Donc on est vraiment sur l'archétype de l'aristo romantique du 19e. Exactement. Donc voilà pour la présentation générale du synopsis. Bon, sur le papier, là, comme ça, vous vous dites, ça fait pas plus envie, mais c'est vraiment très bien. Hein. Alors moi, c'est vraiment un livre que j'ai vraiment adoré. Et je trouve qu'un des gros points forts de Martin sur cet ouvrage, c'est la description des ambiances. Qu'on soit sur le navire, qu'on soit à terre, qu'on soit dans des moments de fête, ou avec les aristocrates ou avec les esclaves, hein, ça parle aussi on est pendant la période d'esclavage et la guerre de sécession, et quelques années après, hein, on la voit passer d'ailleurs dans le bouquin un petit peu en fond de teinte. Il arrive vraiment parfaitement à décrire ces ambiances, et notamment le côté un petit peu brumeux, hein, qu'on peut avoir, un petit peu rêveur, enchanteur,
Il y a une écriture assez poétique et les scènes d'horreur, puisqu'il y en a quelques-unes, sont vraiment bien maîtrisées. Il y en a notamment une dont je me rappelle, donc je vais pas spoiler, qui se situe à peu près au milieu du livre, qui était vraiment absolument glaçante. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que Martin est un auteur qui a quand même pas mal écrit d'horreur. Et là, on sent qu'il a cette maîtrise. Je trouve aussi qu'il a une écriture des personnages très martinesque, mais on retrouve des personnages qui sont complexes, qui sont humains, qui sont jamais unidimensionnels, avec des motivations, alors plus ou moins bien décrites en fonction des personnages secondaires, mais qui sont globalement qui sont présentes. Les relations entre les personnages sont sympathiques. Le méchant est topissime et c'est là où on parle de mes goûts un petit peu douteux, mais le méchant, franchement, moi j'aimerais bien le rencontrer. Et surtout, gros point positif pour moi, à un moment donné, ça parle d'histoire, mais d'histoire très ancienne. Ça parle de Rome, de sa construction, de sa chute, et il est fait mention de la ville de Our en Mésopotamie. Et alors là, Ouais, forcément, il y a 10 000 voilà. points qui sont pris, quoi. Je ne peux pas, voilà. Moi, je te demande pas pourquoi tu as choisi ce livre, hein, du coup, je pense que toutes les raisons viennent d'être énumérées. Voilà. Alors si peut-être pour ajouter un élément, donc c'est une réécriture en fait du mythe du vampire qui joue avec les codes des vampires traditionnels et qui est assez sympathique, alors qui se situe vraiment dans la droite lignée de ce que faisait Anne Rice avec Entretien avec un vampire. Hein. Entretien avec un vampire, ça sort quelques années avant Rêve de fèves, ça sort en 1976. Et on retrouve pas mal d'éléments en commun, hein, des vampires ultra charismatiques, dans un contexte, on est dans la Louisiane, dans Entretien avec un vampire, des récits de vie, etc. Donc on est vraiment dans cette lignée-là. Et Martin a aussi un discours, je trouve, sur l'esclavage qui est mis en parallèle avec les vampires. Et il arrive à porter un discours avec des vampires qui sont à la fois esclaves et bourreaux, en fait. Bon, j'en dis pas plus, vous verrez, mais il y a un parallèle qui peut se faire que je trouve intéressant, qui serait à creuser. Oui, et puis bon, le côté bateau dans la brume, on voit tout de suite, on a l'image du Déméter qui emmène Dracula à l'ombre, donc je pense qu'on a un pont assez rapide en termes de thématique. Ouais, et puis il y a du très... Enfin, dans une ambiance très romantique, dans le sens ce courant littéraire du 19e siècle que Martin... alors, lui, tu citais Byron au début, mais oui, enfin, vraiment, ça infuse toute l'ambiance de ce roman. Ces personnages qui sont aussi mélancoliques, ces ambiances-là, on les retrouve assez souvent en fait dans son ouvrage et aussi parfois dans le Trône de fer. Et du coup, justement, puisqu'on parle du Trône de fer, tu vois quoi comme pont entre notre saga favorite et cet ouvrage-là de Martin? Alors, tu fais bien de parler de pont, parce qu'on est quand même sur une descente et une remontée donc du Mississippi, et ça fait quand même penser à une autre descente qu'on a dans le tome 5 hein, du Trône de fer, avec cette descente de la Rhône, où on est pareil sur un bateau, où on rencontre parfois ces ambiances brumeuses. Alors, on n'est pas... Voilà, il n'y a pas d'équivalence parfaite, mais je pense qu'il y a certains échos hein, dans cette descente de la Rhône que fait Tyrion et sa troupe, avec certaines ambiances qu'on retrouve dans Rêve de fèves. Avec un gros truc fantastique marqué, je trouve, dans la Rhône quand même, parce qu'on a quand même les histoires des hommes de pierre et tout ça, donc on est vraiment dans une ambiance... l'eau amène le surréel, on pourrait... Non, pas le surréel. Ouais, le mystérieux, le merveilleux, en fait. Ouais, c'est ça. Globalement. On trouve aussi un petit peu de cette thématique qu'on a pas mal chez Martin, qui est le monstre, le vrai monstre, et en fait se cache derrière des personnages qui sont beaux, et inversement, des personnages qui sont décrits comme vraiment moches représentent une certaine beauté, un certain humanisme assez profond hein, qu'on a chez certains personnages. Et je dirais, alors je vais pas spoiler la fin, mais on a une fin douce amère qui, je pense, est un petit peu dans la même lignée que ce qu'on pourrait avoir dans le Trône de fer. Martin parle beaucoup de fin douce amère avec une victoire à la fin, mais qui a coûté cher, ou avec des rêves brisés. Et on a un petit peu de ça dans Rêve de fèves. Alors c'est vrai que sur la fin, je trouve que la fin est un petit peu expédiée. J'aurais bien aimé qu'il développe un peu plus Martin.
Mais voilà, on retrouve cette thématique-là qui, je pense, sera dans le Trône de Fer. C'est pas ça comme ça, les gens ils vont penser que c'est la saison 8. C'est bien mieux que la saison 8. Non, mais du coup, tu vois des ponts aussi avec. Parce que nous, on a beaucoup parlé dans le Martine à la plage, là, qu'on aurait pu appeler Martine dans l'espace, je pense, pour la première partie. On a beaucoup parlé de l'univers des mille mondes et de toutes les thématiques qui étaient dedans. Je pense que Rêve de Fèvre s'éloigne, dans les souvenirs que j'en ai, un peu de tout ce qu'on a croisé jusque-là, qui était plutôt une SF humaniste, on va dire, dans le genre, pour aller vers autre chose. J'ai un souvenir d'un texte plus à froid, moi, que tous les autres qu'on a traités jusqu'à maintenant, qui ont vraiment une très grosse charge émotionnelle. J'ai moins ce souvenir-là de lecture. J'avoue que j'ai pas mal eu la charge émotionnelle, mais parce qu'à un moment donné, on parle d'histoire. Donc j'étais non, mais alors c'est vrai. Alors on retrouve cet humanisme dans le sens ouvert vraiment vers les humains, vers les autres, vers les plus défavorisés, un petit peu en toile de fond, avec un Abner Marsh qui finit par aider des esclaves pendant la guerre de sécession. Mais je dirais, alors effectivement, je dirais qu'avec Rêve de Fèvre, on a on a une illustration de ce que veut dire un George Martin qui aime l'histoire. Dans le sens, ces amours de... Je recommence cette phrase parce que je ne sais pas. Vas-y. Oui, on a avec Rêve de Fèvre un roman qu'on pourrait qualifier de historique, fantasy historique, et je trouve que c'est avec ce roman, c'est son premier roman vraiment qui se passe dans un cadre historique, qui développe, et c'est intéressant parce que quand il raconte comment il a travaillé pour faire Rêve de Fèvre, c'est exactement avec la même, il a utilisé la même méthodologie qu'avec le Trône de Fer, c'est-à-dire il s'est plongé dans des histoires qui se passent à cette époque-là. Il a fait quelques recherches complémentaires dans des livres de vulgarisation pour voir comment fonctionnait un bateau à vapeur, pour voir comment est-ce que c'était l'Amérique, le Mississippi à cette époque-là, la guerre de sécession, etc. Et c'est vrai que depuis une nouvelle qui s'appelle La Forteresse, qu'il avait écrite pendant ses études universitaires, qui est ancré complètement dans l'histoire, il n'avait pas refait de roman, d'histoire à ce point ancré dans l'histoire entre guillemets réelle, c'est-à-dire qui dans notre monde. On a été beaucoup plus parti vers la science-fiction ou vers le contemporain. Mais là, voilà, on a une illustration, c'est même son seul, puisque le deuxième qu'il essaye de faire comme ça, c'est-à-dire ancré dans une histoire, là aussi 19e siècle, qui est un roman, c'est Red on the White on the Black all over, qui n'a jamais fini. Étonnant. Donc on a avec Rêve de Fèvre, voilà, son seul roman historique. Bon, ça fait une bonne occasion de se pencher dessus, du coup. Voilà. Dernière question, tu as 2 minutes et tu veux conseiller un truc à regarder, à lire, à écouter, à jouer à ce bon vieux greu-greu pour l'été. Qu'est-ce que tu choisis? Je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui lui plaise, mais je vous le conseille très fortement. Alors c'est un webtoon. Ceux qui ne connaissent pas l'application Webtoon, c'est une application gratuite qui vient de Corée à l'origine. C'est la lecture de manga en fait sur portable. Donc c'est un webtoon qui s'appelle Purple Hyacinth en VO et La Jacinthe Violette en VF. Qui se passe au 19e siècle, c'est thématique, ou dans un pseudo 19e siècle, mélange de France-Angleterre, et qui est en fait une histoire d'une alliance entre un assassin et un officier de police qui se rencontrent, qui décident de s'allier pour mettre à bas en fait une organisation criminelle qui gangrène la ville, et c'est un webtoon donc qui est en un peu plus de 150 épisodes, qui est pas fini et qui est très très bien fait, largement au-delà en fait je trouve de la plupart des webtoons. L'histoire est soignée, les personnages sont hyper complexes, le dessin est magnifique et il y a de la musique à chaque fois. Une musique qui est composée par la dessinatrice et qui accompagne très très bien l'ambiance générale qui est bien faite. C'est un webtoon qui est dans la catégorie des mystery en anglais. Je sais plus où il est en français. Je conseille, c'est bonne facture, quelques défauts, mais bonne facture, vous allez être assez rapidement pris. Merci Babar pour cette recommandation estivale. Il y a un exemplaire à gagner de Rêve de Fèvre, une fois n'est pas coutume. Un grand merci aux éditions Pygmalion qui le mettent à disposition.
Pour cela, il vous suffit de remplir le petit formulaire que vous trouverez en description et d'y placer, en plus de vos noms, prénoms, etc., le mot magique que je vais laisser Babar choisir. Il faut que Our, en Mésopotamie, donc c'est UR. Ok. J'allais te dire épelle-le s'il te plaît, mais bon, c'est bon, c'est bien. Eh bah, merci Babar déjà d'être venu sur cette plage de Fort-Levant. Mais avec grand plaisir. La semaine prochaine, on retourne dans l'espace avec le roman L'agonie de la lumière que viendra nous présenter Yoda, que vous connaissez bien, puisque pouvez la retrouver pendant les MMA, donc les manuscrits de Mestre Aemon, au moins une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, histoire de causer littérature. Si vous avez lu Rêve de Fèvre, dites-nous ce que vous en avez pensé sur Facebook, Twitter, Insta. Et si vous le souhaitez, sachez que vous pouvez aussi soutenir la garde de nuit avec la plateforme Hello Asso. On vous met aussi le lien en description. Vous pouvez faire un don ou adhérer et nous rejoindre carrément. Voilà. En attendant, à la semaine prochaine et bonne lecture à l'ombre du mur. Ciao, ciao!